Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la chaire Protection sociale et territoire que j'ai le plaisir et l'avantage de co-animer avec Pierre Mayer, donc pour cette première manifestation de l'année 2023 que nous avons donc décidé de consacrer à une thématique extrêmement importante, territoire, emploi et insertion professionnelle. Quelles articulations pour quels résultats? Alors, avant de donner la parole à Benjamin Ferras, que je remercie d'avoir accepté d'animer ce webinaire, et bien sûr à nos invités, quelques mots rapides sur cette chaire, donc qui a maintenant 3 ans, donc qui est coportée ou co-animée par l'École nationale supérieure de la sécurité sociale et Sciences Po Lyon, et qui, par définition, et comme son nom l'indique, a vocation à explorer la protection sociale dans sa dimension de plus en plus territorialisée. Alors, avant de laisser, comme je le disais, la parole à Benjamin, quelques indications. Donc, votre caméra et votre micro sont coupés, c'est normal. Pour autant, vous pourrez interagir avec nos différents invités dans le fil de discussion. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à faire vos remarques au fur et à mesure de ces différentes interventions. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Benjamin. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Effectivement, donc c'est une première et donc la marche est haute puisque nous sommes obligés de satisfaire pleinement les attentes à la fois des organisateurs, mais aussi des participants que nous saluons tous. J'ai la grande chance et le grand plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Myriam El Khomri, ancienne ministre de la Ville et du Travail, mais également de représentants de la métropole de Lyon. Je ne sais pas si, en la personne de Christophe, qu'on ne voit pas pour le moment. Voilà, bonjour. Voilà, Bonjour. de Christophe Lafou, et puis également de Samuel Tocanier et d'Élodie Duputel, qu'on leur remercie beaucoup, qui vont également nous démontrer l'innovation qui existe à Lyon, ce dont on ne doutait pas, mais les dispositifs spécifiques qui sont mis en place. Alors, le thème qui nous unit aujourd'hui, peut-être en parler en quelques instants, c'est un thème qui est assez sempiternel dans la conduite des politiques de l'emploi, c'est comment est-ce qu'on combine action nationale et intelligence locale, hein. C'est ce que nous disent les organisateurs du webinaire, qui nous disent que les politiques sociales, d'une manière générale, sont de plus en plus territoriales, et en particulier dans le champ de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Et ça pose une question assez centrale pour nous, qui est celle de la manière dont on crée cette intelligence locale en combinant les interventions des collectivités territoriales, des acteurs nationaux. Comment est-ce qu'on articule ça avec les bassins d'emploi et les aspirations des différents individus? Alors, est-ce qu'il faut territorialiser une politique de l'emploi? Si on se pose la question au départ, la réponse est plutôt oui. C'est un des griefs d'ailleurs qu'on formule à l'encontre de certaines réformes en matière d'assurance chômage, qui est qu'elles ne prennent pas toujours en compte la spécificité des territoires. Or, comme vous le voyez ici, eh bien, les taux de chômage sont extrêmement variables, et donc l'exposition des territoires est très variable face à ce sujet de mobilisation majeure qui est la lutte contre le chômage. Même élément, si on regarde en termes de précarité, puisqu'on a des niveaux d'exposition très variables suivant les régions et les départements au risque de précarité, que je vous propose de regarder ici via le nombre de bénéficiaires de RSA. Et dans la représentation graphique que vous avez ici, hein, on passe du simple au double en taux de chômage à gauche, mais on passe également du simple à un facteur 4 ou 5 sur le nombre de bénéficiaires du RSA. C'est vous dire la diversité que l'on rencontre dans ces territoires de métropole et d'outre-mer. On voit exactement les mêmes dimensions en matière de taux de pauvreté, avec même un contraste encore plus fort, puisqu'on voit que dans des départements qui sont tous les uns à côté des autres, même si on a des poches effectivement de relative précarité, on peut avoir des situations assez contrastées. C'est ce qu'on voit notamment dans la petite et dans la grande couronne en Île-de-France, qu'on voit également entre les DROM et la métropole. Au-delà de ces situations de pauvreté qui donc représentent un peu des idéotypes un peu polaires, on voit aussi cette diversité territoriale très forte
quand on regarde les niveaux de vie par territoire, alors sans surprise, les territoires métropolitains et les plus actifs sont ceux qui ont le niveau de vie médian le plus élevé. Mais si on rapproche ça des éléments de pauvreté qu'on vient d'indiquer, c'est voir la diversité des situations que l'on peut rencontrer territoire par territoire, sachant qu'on est ici sur une approche extrêmement agglomérée qui est celle d'une approche départementale et ou régionale. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'on a les moyens de territorialiser, notamment en France, alors même que la politique de l'emploi pourrait éventuellement se centrer sur certains territoires ou certains secteurs. Il est tout à fait évident que la France a cette particularité qui est qu'elle est portée par une région tout à fait phare qui est l'Île-de-France et que celle-ci a un poids tout à fait déterminant, qu'on regarde les différents indicateurs en termes de PIB par habitant, de PIB par emploi et d'emploi par habitant. Mais si ce poids-là, il est très important, il se retrouve également dans d'autres grandes métropoles et assurément Lyon en est une très bonne illustration. Mais on voit également dans ces données tout ce qui n'est pas en Île-de-France ou tout ce qui n'est pas vraisemblablement dans ces métropoles qui nécessite assurément une action résolue en matière d'insertion et d'emploi. Donc il faut sans doute territorialiser. La question est sans doute assez difficile la question doit être adressée, pardon, la réponse est difficile à élaborer compte tenu des diversités territoriales auxquelles on est confronté. Il s'agit cependant naturellement de territorialiser plus que de définir une politique territoriale, puisque, comme vous le savez, en fait, la politique de l'emploi, elle est largement déterminée par des cadres et des contextes d'action qui sont définis au niveau central. Ensuite, la question qui se pose, c'est quand on réfléchit à emploi et territoire, la question c'est de quel territoire parle-t-on? Alors, si on est sur une logique de politique au niveau européen, le territoire va plutôt être celui de la grande région ou celui du pays en tant que tel. Et vous voyez que de ce point de vue-là, vous le savez, mais les différents pays d'Europe ont des situations extrêmement contrastées en matière de chômage. Ce qui est vrai aussi, c'est que dans l'approche du territoire qu'on a en France, on a souvent une approche très administrative qui est liée à une logique historique d'organisation du territoire autour des départements, mais que cette seule logique-là, elle peine à être pleinement efficace en matière sociale et notamment en matière d'emploi, puisque on a ici des zones d'activité, des bassins d'emploi qui débordent très largement les circonscriptions administratives auxquelles on est confronté. Et donc, par définition, il va falloir arriver d'une manière ou d'une autre à combiner deux éléments assez opposés potentiellement et peut-être parfois irréconciliables, que sont les territoires administratifs, les territoires de compétences politiques, administratives et financières, et les territoires pertinents pour l'action et pour l'intervention efficace en matière d'emploi. Et la question ensuite, c'est, on a une composante structurelle et conjoncturelle dans la manière dont on agit sur l'emploi. Et il est clair qu'on a des défis territoriaux qui sont assez différents aujourd'hui, parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes tensions de recrutement suivant les territoires auxquels on est confronté. C'est assez d'ailleurs plutôt stimulant de se dire qu'aujourd'hui, la politique de l'emploi est une politique qui va plutôt s'attacher à traiter les tensions de recrutement, puisque c'est un élément qu'on ne prenait pas nécessairement en compte au cours des dernières années ou de manière résiduelle, puisqu'on était centré avant tout sur la baisse du taux de chômage. Et l'idée qu'on s'intéresse à nouveau à cela montre qu'on a changé de cadre et que l'amélioration des situations d'emploi créent d'ores et déjà des résultats tout à fait significatifs. On a aussi une exposition assez différente en matière d'emploi à domicile, d'emploi saisonnier, etc., qui montre que l'activité dans les territoires va être radicalement différente et la capacité qu'on a pour voir les postes et à les occuper, donc à permettre à chacun de disposer de la première sécurité qui est celle d'avoir un emploi, eh bien, est différente suivant les territoires auxquels on s'adresse ou dans lesquels on se propose d'intervenir. Et donc,
Il faut à la fois une politique qui est sans doute territoriale en ce que, et les acteurs des collectivités territoriales vont nous démontrer quelles sont les spécificités qu'ils ont mises en place à l'échelle de leur territoire, mais aussi une politique qui est nécessairement territorialisée, pour laquelle il s'agit pour le territoire de saisir de tous les outils qui peuvent exister au niveau national et d'appuyer sur les bons outils ou de mettre en avant plus particulièrement ces bons outils. Il faut sans doute se garder de deux idéotypes, me semble-t-il, quand on aborde ces questions. C'est la fausse opposition entre le modèle jacobin et le modèle girondin. Le modèle selon lequel il n'y aurait qu'une seule vertu, celle de l'unité et de l'égalité, qui règne beaucoup en France et qui consiste à traiter tout le monde d'une manière uniforme au risque de créer de l'inégalité. Et puis l'autre idéal type qui est de se dire qu'il n'y a une intelligence qu'au niveau local, mais cette intelligence qui existerait au niveau local, elle est aussi source potentielle d'inégalités de traitement et de prise en charge très forte. Il y a une vraie difficulté en fait, c'est arriver à pacifier le qui fait quoi et la coopération positive. Et à chaque fois qu'on parle de politique sociale, il y a des affrontements assez forts et le responsable est toujours l'autre. Ça va être l'État ou la collectivité territoriale. J'ose espérer, et j'en suis sûr d'ailleurs, que les débats qu'on va avoir aujourd'hui vont nous permettre de lever ces écueils-là et d'en sortir par le haut. On a une passion pour l'égalité en France, une intolérance pour l'inégalité, et donc il s'agit aussi d'équilibrer ça dans nos politiques et notamment nos politiques sociales et de tenir compte de la phrase de De Gaulle qui disait combien on était riche en nombre de fromages et donc en perceptions différentes. Ce qui est vrai, c'est qu'on a parfois décentralisé sans toujours assumer cette décentralisation ou cette déconcentration, avec des différences de recettes, des différences de traitement et une difficulté, alors même que les territoires sont des lieux d'innovation très importants, à comparer les performances des territoires et des politiques territoriales. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est condamné à se résigner comme Woody Allen à constater qu'on aimerait finir par une phrase d'espoir et qu'on n'en a pas parce que la coopération serait impossible et donc que deux phrases de désespoir pourraient convenir. Moi, j'ai confiance dans le fait qu'on va avoir aujourd'hui, sans doute, trois phrases d'espoir, trois éclairages différents qui vont nous être proposés pour avancer sur des coopérations concrètes et des réalisations, et puis aussi peut-être améliorer les logiques d'intervention territoriale et les politiques de l'emploi dans un contexte qui évolue assez fortement, puisqu'on est aujourd'hui plus uniquement sur une lutte exclusive contre le chômage, mais à la recherche d'un nouvel équilibre sur le marché du travail, tant au niveau national qu'au niveau local. Et donc, pour mieux penser le changement et non pas changer le pansement, nous avons, comme je l'indiquais à l'instant, une table ronde ou presque ronde, enfin tout du moins des intervenants virtuels qui sont là, de grande qualité. Donc on va avoir à la fois une réflexion libre sur l'impact des territoires sur l'emploi et l'insertion professionnelle par Myriam El Khomri, et puis ensuite on rentrera dans des approches plus illustrées de ce qui est fait dans le territoire de Lyon et du Grand Lyon pour qu'on nous illustrent l'intelligence territoriale dont vous faites preuve. Mais on va commencer par Myriam El Khomri, si elle en est d'accord. Peut-être quatre questions. Donc, naturellement, je vous invite tous à poser vos questions et à réagir dans le fil de discussion. Mais dans cette première partie, on va structurer notre échange avec Myriam El Khomri autour de quatre questions. Donc, vous avez eu des grandes expériences en tant que ministre, tout le monde les connaît. Depuis, vous avez continué à essayer de transmettre votre savoir et votre volonté d'améliorer les choses. Je pense notamment à vos travaux vis-à-vis du grand âge et tout ce qui est les travaux à domicile, etc. Vous continuez à prêcher cette bonne parole. Mais alors, quel est, selon vous, votre regard sur les thématiques qu'on a aujourd'hui? Et notamment, quelle est votre expérience, notamment en tant que ministre, mais peut-être en dehors, sur cette relation entre emploi et territoire? Quel impact ça a? Est-ce qu'on le prend en compte? Est-ce qu'on ne le prend pas suffisamment en compte? Est-ce que c'est un élément de pilotage et de conduite des politiques? Quel est votre sentiment là-dessus? Merci beaucoup, Benjamin, et merci de vos propos introductifs qui posent bien le sujet. Euh, Moi, lorsque j'ai été ministre du Travail, avant, j'avais en charge la politique de la ville, vous l'avez dit.
Et la politique de la ville est de fait une politique tout à fait partenariale, notamment à travers un document qui s'appelle le contrat de ville, qui est porté notamment par les élus locaux, bien évidemment, avec l'appui de l'ensemble des politiques publiques mises en place par l'État. Et moi-même, de par mon expérience auprès de Bertrand Delanoë avant, en tant qu'adjointe au maire de Paris, nous travaillons ces questions-là. Donc, évidemment, le positionnement, et vous l'avez bien dit, la question de territoire elle-même peut être discutée entre un territoire, une logique purement institutionnelle, ou on va aller sur une logique plus vécue par les habitants ou des bassins économiques. On voit bien que on n'arrive pas à lutter contre le chômage sans avoir une politique fortement territorialisée et sans les initiatives et les expériences de partenariat mises en place par les collectivités. Donc ça, je pense que c'est un premier élément qui est extrêmement important. Comment ça se vit du côté de l'État? Je pense que c'est ça qui est intéressant. Lorsque j'étais à la politique de la ville, dans les contrats de ville, alors un quartier dit en politique de la ville est un quartier, pour l'ensemble de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, est un quartier dont le revenu annuel des habitants est inférieur à 7 500 €. Donc c'est comme ça qu'on définit un quartier dit de la politique de la ville, et nous avons à peu près 5 millions de Français qui vivent dans des quartiers dits de la politique de la ville. Un des piliers essentiels de ces contrats de ville sont bien sûr le pilier du développement économique, de l'emploi et de l'insertion, parce que les taux de chômage sont malheureusement beaucoup plus importants dans ces quartiers, pour des raisons liées aux discriminations dont peuvent avoir les jeunes issus de ces quartiers, pour des raisons liées au faible développement économique sur ces territoires, et notamment la question du commerce qui s'y installe, la question des entreprises qui s'y installent, d'où des politiques aussi une zone franche dans ce cadre-là. Et puis aussi des enjeux très forts qui est, par exemple, on a un très faible nombre de jeunes issus des quartiers politiques de la ville qui sont en apprentissage, par exemple. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les outils à la main d'un ministre, il y a les outils de l'emploi, c'est-à-dire les contrats aidés, emploi d'avenir, par exemple, à l'époque, tous les contrats aidés pour des publics qui sont en situation de handicap, pour des mères seules, pour des jeunes issus de milieux ruraux ou pour des jeunes issus des quartiers. Il y a l'apprentissage, dont on sait que l'insertion derrière l'apprentissage est autour de 87-90%. Donc, il n'y a pas meilleur outil d'insertion vers la politique de l'emploi. Mais derrière l'insertion, on parle d'insertion sociale et professionnelle. Voilà, donc, parce que quand on veut chercher un emploi, il faut qu'on ait de quoi se payer nos trajets, de quoi pouvoir s'habiller. Donc, cette réalité-là, c'est un accompagnement qui est beaucoup plus global que la seule question de l'emploi. Et donc, on a des inégalités, vos cartes l'ont très bien montré. On a déjà des bassins économiques qui ne sont pas les mêmes partout. Donc là, et la question des transports, des mobilités ont un impact véritablement là-dessus. Et puis, on a aussi des questions très fortes d'inégalité par rapport à des outils de l'emploi. Et tout ceci fait que finalement, quand vous avez par exemple des jeunes issus des quartiers politiques de la ville qui ont un bac plus 5, mais qui n'arrivent pas à trouver un emploi à hauteur de ce pourquoi ils ont été diplômés, eh ben, ils vont apprendre des emplois moins qualifiés, et donc les personnes moins qualifiées ne trouvent pas de l'emploi. Donc on voit bien que on est dans un cercle vicieux dans ce cadre-là. Donc notre rôle, autant à la politique de la ville que quand j'étais ministre du Travail et de l'Emploi, c'est tous les mois, très concrètement, les visios n'ont pas été inventées au moment de la pandémie, c'est tous les mois, on se retrouvait. À mes côtés, le directeur général de Pôle emploi, la directrice de la DGEFP, donc tout ce qui est emploi et formation professionnelle, une direction du ministère du Travail, le directeur du travail, de la direction générale du travail, et on avait face à nous l'ensemble des préfets de région, l'ensemble des directeurs régionaux de Pôle emploi et des directs de l'emploi, donc du travail. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait avec eux? On regardait le taux, concrètement, région par région, le taux de jeunes issus des quartiers politiques de la ville sur les contrats aidés, ceux qui ont eu le nombre de formations qu'il faut ou pas, le taux de mères seules, de familles monoparentales issues des QPV ou des quartiers ou des territoires ruraux qui ont bénéficié de ces outils. Et donc, on comparait, parce qu'ils avaient donc des objectifs en la matière, afin de cibler les outils de la politique de l'emploi, contrats aidés et autres, sur ces publics-là. Dans le même temps, il y a un travail qui est fait aussi en soutien
des entreprises, je pense les TPE jeunes apprentis, de ce type de choses qui permettent en même temps on va dire, d'accompagner le mouvement, notamment quand on veut développer de l'apprentissage. Donc, pour le dire très concrètement, ça ne se fait absolument pas contre les territoires, mais ça se manage et ça se challenge parce qu'on n'a absolument pas les mêmes outils, les mêmes possibilités économiques d'un territoire à un autre. Et donc, tout l'enjeu, c'est après d'avoir une stratégie de ciblage. Et cette stratégie de ciblage, si on va jusqu'au bout, elle ne se fait pas dans une logique institutionnelle. Et c'est pour ça que le territoire, puisqu'il y a à la fois une floraison et d'initiatives et d'expériences de partenariats localisés, on ne pourra pas, par exemple, mobiliser un public dit de la politique de la ville avec une logique purement institutionnelle. Ça ne marche pas. Donc, c'est notre capacité, avec les élus locaux notamment, qui connaissent les habitants, qui connaissent les initiatives, qui connaissent aussi la capacité de capter un public, que nous arrivons à mettre concrètement. Ça veut dire qu'on peut faire de la pub pour des centres de formation d'apprentis à la Castellane, non pas à la mairie d'arrondissement ou de secteur à Marseille, mais on va le faire dans le centre commercial à proximité, parce qu'on sait que là, on va réussir à toucher un public différent que dans une logique institutionnelle. Donc, vous voyez, on est vraiment à la fois sur des outils qui peuvent fonctionner, bien évidemment, mais qu'on challenge et dont on fait qu'ils vont aux personnes qui en ont le plus besoin. Alors, justement, sur ce sujet-là, parce que là, on est sur une approche de pilotage global et on comprend bien qu'on regarde région par région ou territoire par territoire administratif, mais si vous aviez quelque chose qui vous a marqué, enfin, comment est-ce que vous arriviez à mobiliser, à identifier déjà des initiatives territoriales originales, etc., prendre un certain nombre d'expériences et se dire, celle-là, elle n'est pas uniquement liée à ce territoire-là, mais elle pourrait être un nouveau mode d'action, un nouveau répertoire d'action potentiellement utile. Comment se joue ce va-et-vient entre le retour du territoire et ce qu'on essaye de mettre en place dans la conduite des politiques publiques et quels sont les dispositifs un peu novateurs que vous avez pu voir et constater dans ce cadre-là? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Déjà, les préfets sont autour de la table et les préfets connaissent les initiatives locales, notamment dans leur relation avec les élus, la plupart du temps. Et donc ça, c'est un point d'appui extrêmement important. La deuxième chose, on n'a pas fait suffisamment d'expérimentation. Je vais vous en parler d'une, la garantie jeune. La garantie jeune partait du principe qu'un jeune, s'il veut trouver un emploi, notamment ceux qui étaient pas en formation, pas en emploi, les NEETs, pas en formation, pas en emploi, il fallait faire un accompagnement de leur direction, mais en même temps leur donner une aide financière. Parce que trouver un emploi demande de mobiliser aussi des financements. Donc là, concrètement, on a testé la garantie jeune dès 2014 dans certains territoires. On a fait un suivi de cohorte pour voir l'impact de la garantie jeune en termes d'emploi, à la fois par rapport à d'autres jeunes qui n'avaient pas eu la garantie jeune, d'autres territoires qui se ressemblaient. On a fait un collectif avec des grands élus, avec les missions locales pour modifier les choses. Et c'est comme ça qu'en 2017, avec la loi travail, nous avons généralisé la garantie jeune. Et je pense que ça, c'est une bonne méthode. On a fait la même chose, par exemple, sur le dispositif Territoire Zéro Chômeur, qui était porté par ATD Quart Monde. Donc, c'est un mouvement qui a été porté d'abord par les acteurs de la société civile, l'association ATD Quart Monde, portée par Louis Gallois, Laurent Grand-Guillaume, qui en a fait écho au sein de l'Assemblée nationale. Et puis là, on a eu une loi, alors je peux vous dire qu'il y en a eu peu votée à l'unanimité, celle-là l'a été. Et donc, nous avons décidé d'expérimenter le territoire zéro chômeur avec cette idée simple que tout le monde est employable déjà et à affirmer. Et la deuxième idée, c'est qu'on pouvait activer les dépenses passives, type RSA, et permettre à quelqu'un de trouver un emploi sans rentrer en concurrence avec l'activité économique locale, mais des emplois qui apportent quelque chose à la collectivité. C'est là où on a vu fleurir, naître des légumeries pour la cantine des écoles. C'est là où on a vu des systèmes de transport scolaire dans des zones rurales pour permettre, ou des boulangers qui livraient le pain du boulanger. Voilà, ce type d'action a été possible par Territoire Zéro Chômeur. Territoire Zéro Chômeur naît véritablement du territoire. C'est-à-dire que la définition des activités, la définition des personnes qui vont rentrer dans le dispositif, c'est du porte-à-porte qui a été fait par l'association en amont.
Et donc, avant même que le dispositif existe, le dispositif était attendu depuis 2 ans par bon nombre de demandeurs d'emploi sur le territoire. C'est-à-dire qu'ils avaient commencé à démarcher les habitants, démarcher les entreprises locales pour définir ce que ça devait être. Je trouve que dans ces 2 actions, que ce soit l'expérimentation autour de la garantie jeune ou la création du territoire zéro chômeur qui est en train de se développer, on est vraiment sur des actions qui sont nées vraiment dans les territoires. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Après, j'avoue que la difficulté, c'est de passer à l'échelle. C'est-à-dire que c'est plus facile lorsqu'on a un véhicule législatif et qu'on est dans une expérimentation puis une généralisation. Pour le reste, après, c'est vraiment dans l'échange avec les élus locaux. On peut aussi se rendre compte que, par exemple, à Saint-Nazaire, actuellement, sur les chantiers de Saint-Nazaire, vous aviez 60% de travail détaché. Pourquoi? Parce qu'on ne trouvait pas les compétences locales. Qu'est-ce qu'on a fait avec les acteurs du dialogue social et la région? Nous avons développé massivement des formations pour les demandeurs d'emploi, notamment des quartiers politiques de la ville de Saint-Nazaire, pour les emmener vers ces métiers-là. Mais ça demande de l'anticipation. Donc, bien connaître le territoire, accepter d'ouvrir ça au dialogue social aussi. Je crois que la question du dialogue social territorial est pour moi aussi un enjeu majeur. Et c'est comme ça que nous arrivons à répondre à des propositions qui sont vraiment utiles pour les habitants et pour lutter contre le chômage, très clairement. Mais justement, comment est-ce qu'on arrive à créer une dynamique, qui permet d'associer les acteurs, économiques du territoire? Ça veut dire les entreprises en tant que telles, que ce soit dans les changements de type d'activités qui sont conduites dans le territoire, dans leurs, besoins qu'elles peuvent avoir. Comment est-ce qu'on arrive à avoir soit des outils, soit une approche ou une culture qui permet justement de fédérer pas uniquement les acteurs publics de l'emploi du territoire, mais aussi d'arriver à faire un espèce d'écosystème dans lequel tout le monde, trouve son intérêt, sa place et a une voix au chapitre? Moi, je crois beaucoup que c'est l'importance de la méthode pour à la fois construire et pérenniser des partenariats. C'est-à-dire que le premier sujet, c'est le diagnostic partagé. Voilà, je pense qu'il faut avoir une démarche prospective sur le territoire et avoir un vrai diagnostic partagé. C'est ce que permet clairement le contrat de ville, mais encore faut-il que derrière, il y ait les institutions, les services pour mettre en œuvre les choses. Et ça, c'est en effet la question des services publics dans notre pays, elle est importante aussi par rapport à cela. Mais vous avez beaucoup de services publics aussi au sein des collectivités. Si je prends les maisons de l'emploi, si je prends les plans locaux d'insertion par l'activité économique, les résultats finalement qu'a le ministre du Travail, c'est le résultat déjà de tous les autres ministères, notamment de l'économie, mais c'est aussi et surtout le résultat des politiques locales aussi qui sont menées. C'est-à-dire que nous, notre sujet à ce moment-là, c'est comment on fait pour atteindre ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Clairement, il y a une priorité qui est donnée en direction de ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Je pense que ça, c'est un premier point. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils qui existent pour favoriser des reconversions à l'échelle de territoire. Voilà. Ces outils, aujourd'hui, n'arrivent pas à se développer. Je pense à un outil qui a été créé pendant la crise du Covid, qui était transition collective. En gros, favoriser la mobilité volontaire sécurisée, éviter qu'il y ait des plans sociaux d'un côté et que de l'autre côté, comme vous l'avez dit, il y ait des tensions au recrutement. Éviter le coût social de ces plans sociaux et donc permettre d'anticiper et de voir quand on a un secteur fragilisé où il y a de fortes mutations technologiques, de transition écologique ou autres, pouvoir orienter vers d'autres entreprises. Des plateformes territoriales ont été mises en place. La seule chose qui manque autour de la table, ce sont en effet les entreprises. Parce que le travail interentreprise aujourd'hui dans notre pays n'est pas suffisamment développé. Et même le travail interbranche. Dans la loi travail, à l'époque, on voulait restructurer les branches professionnelles parce qu'on avait bien conscience qu'il y avait une évolution des métiers et qu'il fallait être en capacité de créer des passerelles dans des grands univers économiques. Ça, c'était vraiment l'élément extrêmement important pour nous. Et donc, aujourd'hui, Transco, aujourd'hui, souffre, finalement, il n'y a eu que
situation de salarié. Vous connaissez bien le sujet sur le bien vieillir. Moi-même, j'ai permis à des agents d'entretien de devenir aides-soignants ou à des hôtesses de caisse de devenir aides-soignants. Donc, ça peut marcher. Mais pour cela, il faut qu'on ait des entreprises sources et des entreprises d'accueil qui soient autour de la taille. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Pôle emploi développe de plus en plus des conseillers entreprises. Ce qui nous manque, je pense, dans toutes ces politiques-là, c'est aussi d'avoir les entreprises autour de la table. Et bien souvent, au sein des collectivités, les entreprises sont autour de la table. En gros, nous sommes encore, d'un point de vue de l'État, extrêmement segmentés. La direction du travail, les directs, les DRETS aujourd'hui connaissent particulièrement bien le tissu économique, mais il y a peu de partage finalement avec tous les autres acteurs, je pense aux PLI, aux missions locales et autres, de ce tissu économique. Et je pense que c'est là-dessus, et donc pour cela, être dans une démarche prospective et un diagnostic partagé en amont, et non pas juste inviter les uns et les autres à un forum pour l'emploi. Voilà. Mais passons au forum pour l'emploi. Au-delà du forum, est-ce que de votre expérience, il y a, au-delà de ce que vous venez d'indiquer, un peu des règles ou des principes pour arriver à bien territorialiser? Ça veut dire sortir du prisme jacobin ou par trop girondin, sortir des postures. On le voit tout le temps en termes de gestion des bénéficiaires du RSA, où il y a des logiques d'accompagnement qui sont extrêmement différentes et on est toujours tiraillé entre volonté d'homogénéiser un peu la prise en charge d'une part, et d'autre part, la réponse aux besoins spécifiques des publics qui sont dans le territoire et la capacité du territoire à répondre à leurs besoins, que ce soit en accompagnement. Je vois qu'il y a des gens qui posent aussi des questions en termes de formation et de lien avec l'appareillage de formation. Comment est-ce qu'on arrive à créer une logique partenariale et de territorialisation réussie selon vous? Je pense qu'il y a la contractualisation qui aide beaucoup quand même, et elle est importante. Je crois que ça, c'est un premier point. Il y a la question des financements et ça dépend du contexte. Quand les collectivités ont des baisses de dotation, ben, c'est compliqué. Voilà, faut admettre cette réalité-là et donc ça crée des difficultés parce que tout le monde, on voit bien au titre du RSA ou au titre de l'aide sociale à l'enfance, tous les territoires, ou du grand âge, on le sait tous les deux, on voit bien que les logiques sont absolument pas les mêmes d'un département à un autre. Donc l'État est là justement pour permettre cette politique d'égalité, pour permettre de cibler selon des données plus ou moins, voilà, selon des critères de taux de précarité, de nombre d'habitants, de nombre de quartiers politiques de la ville. Ça peut paraître âpre parfois, mais tout ça fait l'objet de négociations avec les élus. Donc ça, et puis il y a quand même pour moi, un manque sur un sujet qui peut permettre vraiment de… Voilà, les plus belles réalisations que j'ai pu voir territorialement, et c'est par exemple, notamment ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales, c'est-à-dire la question du dialogue social territorial. On a eu une logique aussi qui demande des financements, on a eu une logique, par exemple, sur la formation, l'orientation et la formation, à travers les CREFOP, les CEPIR, enfin tout ça change de nom régulièrement. On a vraiment un tour de table et des organisations patronales et des organisations syndicales qui permettent d'orienter vers là où il y a des métiers en tension et c'est un élément extrêmement important. Nous avons ça au plan régional, mais on voit bien que les plus belles expériences, quand vous avez des couturières qui vont vivre un plan de licenciement et que finalement on arrive à les emmener dans l'usine Toyota à Valenciennes parce qu'on s'est rendu compte que le savoir-faire n'était pas si éloigné de cela et que par le dialogue social, les organisations syndicales des deux côtés, on a mis en place des beaux projets de la sorte. Et aujourd'hui, pour moi, je pense que tout ceci serait beaucoup plus peut-être dynamique si on laissait plus de place à un vrai dialogue social territorial aussi. Et au-delà du dialogue social territorial, est-ce qu'il y a des conditions de réussite entre acteurs publics? Puisque vous avez exercé différentes fonctions et parfois, l'État, les représentants de l'État peuvent être un peu droits dans leurs bottes et dans leur posture. Même chose du côté des acteurs du service public de l'emploi. Il peut y avoir des émulations positives et des émulations parfois un peu contre-productives entre les différents niveaux de collectivité. Comme vous l'indiquiez, on tourne toujours autour d'une espèce de comitologie ou de manière de mettre ça en place, s'il y avait une ou plusieurs choses à faire, quelles seraient-elles? Je pense que il y aurait tellement de choses à faire. Alors, je vais en choisir je vais choisir mes combats là-dessus.
La première chose, et je le dis, c'est partager le diagnostic. Voilà, je pense que ça, c'est insuffisamment fait. Les éléments, par exemple, d'analyse que porte la DARES ne sont absolument pas transmis aux élus locaux, et il en va de même de l'adresse, vous le savez. Or, c'est des mines d'or. Voilà, donc ça, je pense que c'est un élément important. La deuxième, de façon beaucoup plus macro, on va dire, c'est quoi le travail en 2030 sur notre territoire. Voilà, on sait aujourd'hui qu'on a des métiers en tension. On a la chance dans notre pays d'avoir des métiers qui ont du sens, des métiers non automatisables, non délocalisables. Ça demande de l'aide de l'État en lien avec les branches professionnelles pour rendre plus attractifs ces métiers et travailler sur les conventions collectives, notamment sur les enjeux de rémunération. Mais si on veut les rendre plus attractifs et faire venir du monde avec des liens avec le sourcing, c'est forcément le lien avec les écoles sur le territoire qui se pose, le lien avec les élus locaux, le lien avec toutes les structures. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, sur ces métiers en tension, sur les rapports France Stratégie 2030 qui ont en plus été territorialisés, c'est d'en faire des vrais objets de discussion et de dialogue à l'échelle territoriale. Voilà, moi je rêve par exemple que dans toutes les délibérations des collectivités, on puisse prendre ce rapport d'ARES France Stratégie qui est territorialisé et qu'on puisse décider ensemble derrière des initiatives qu'on met pour y répondre. En tout cas, chose est sûre, que le combat et la lutte contre le chômage ne se fait qu'avec, par, pour et grâce au territoire, tout simplement. Il y a quelqu'un dans le fil de discussion qui parle d'une manière indirecte des freins périphériques à l'emploi en disant qu'il Oui. y a une possibilité des organismes de protection sociale à intervenir là-dessus, etc. Et ça fait partie de, ça s'inscrit dans Vous ce que avez vous les dites. crèches d'insertion professionnelle dans les quartiers dits de la politique de la ville pour que les mères qui ont des enfants en bas âge puissent faire garder leurs enfants lorsqu'elles sont dans un accompagnement Pôle emploi et pour trouver de l'emploi. Vous avez également le CPF. Via le CPF, vous pouvez vous faire payer le permis de conduire pour un enjeu professionnel. Voilà, il y a énormément, et à la fois de freins qui sont là, mais qui sont aussi levés par des... Et sauf que finalement, chacun crée son dispositif les uns à côté des autres. Et c'est vrai qu'il n'y a pas toujours une cohérence des discours. Je vais vous donner juste pour finir un exemple. Dans les Ardennes, une chaudronnerie qui cherche à recruter, notamment sur des métiers de design industriel, sur plein de métiers. On était en face, à l'école de la deuxième chance. Je discute, j'avais visité l'usine, je discute avec les jeunes, etc. Ils avaient tous en tête la question de la mémoire de ce territoire. Cette usine, 10-15 ans avant, elle avait fait l'objet d'un immense plan de licenciement massif. Il était évident que toutes les familles interrogées, que tous les jeunes interrogés, aucun ne serait allé dans cette usine. Et donc, finalement, la visite de l'usine, le changement du métier, parce que forcément, le métier a évolué en 15 ans, vous pouvez l'imaginer. Tout cela, on a réussi 6 mois après à faire rentrer 7 jeunes dans cette usine. On voit bien que voilà, et cette question de la mémoire des territoires, elle est extrêmement importante lorsqu'on veut mettre en place des stratégies aussi d'insertion. Merci beaucoup. Si vous en êtes d'accord, je comprends que vous pouvez rester un peu avec nous, mais pas trop longtemps. Donc, je vous redonnerai la parole tout à l'heure, mais peut-être on voit qu'on doit redonner un peu d'espoir et recréer du dynamisme dans les endroits où il n'y en a pas sur certains territoires. Et peut-être l'expérience de la métropole de Lyon peut être évocatrice et illustratrice pour nous. On souhaiterait écouter donc Christophe Lafou. J'espère qu'il est toujours avec nous, je crois. Bonsoir. Donc, Bonsoir. vous êtes administrateur territorial et si je comprends bien, vous avez eu de nombreuses expériences dont vous allez pouvoir nous faire part. Et cette expérience-là vous a amené à occuper les fonctions que vous occupez actuellement, donc qui est de directeur de l'insertion et de l'emploi à la métropole du Grand Lyon. Et dans ce cadre-là, vous avez été amené à expérimenter localement un nouveau mode d'accompagnement des bénéficiaires du RSA, ou tout du moins à l'imaginer. On sait que le territoire de Lyon est un territoire qui est assez contrasté, avec différentes poches distinctes en matière sociale, en matière de composition, et on serait très heureux d'entendre votre témoignage là-dessus, Monsieur Lafou. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je vais vous parler principalement d'une expérience alors qui est
encore en voie de construction, puisque c'est dans le cadre de la démarche France Travail, du chantier gouvernemental France Travail, on a commencé d'imaginer avec les services de l'État et ceux de Pôle emploi comment expérimenter de nouveaux modes d'accompagnement, un accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA. Donc c'est tout frais, c'est en cours plutôt même, donc je serai évidemment modeste dans la façon de vous présenter ça, et par ailleurs, mais je vous dirai également quelques mots de l'expérience de la métropole de Lyon sur les sujets qui viennent d'être évoqués. Et puis je terminerai peut-être en revenant sur quelques-uns des points que Madame El Khomri, comme vous-même, avez pu évoquer sur l'organisation des choses dans ce domaine de l'emploi, la façon dont effectivement on peut avancer et les enjeux essentiels qui se posent aujourd'hui. Alors, je vais vous partager quelques éléments de présentation que je vais essayer de faire néanmoins le plus court possible pour laisser la place à l'échange. Est-ce que on voit mon écran? Oui. Tout à fait. Voilà, donc déjà vous dire un mot, pardon, de la métropole de Lyon. Peut-être la plupart des auditeurs de ce webinaire le savent, mais c'est une collectivité unique entre guillemets, à statut unique, puisque c'est la seule en France qui regroupe à la fois les compétences d'une intercommunalité, d'une métropole ou d'une communauté urbaine, comme dans d'autres territoires, et celle d'un département, ce qui en fait la collectivité unique entre l'échelon communal et l'échelon régional. Et c'est notamment dans ces domaines de l'insertion professionnelle et sociale et professionnelle, de l'emploi et de tout ce qu'on vient d'évoquer, sur lequel je reviendrai, un élément important, parce que ça permet d'avoir un peu moins d'interlocuteurs dans un contexte où, on le sait, il y en a aujourd'hui beaucoup, en tout cas du côté des collectivités territoriales. La deuxième caractéristique, c'est la palette de compétences. Je viens de l'évoquer. Elles sont à la fois des compétences de proximité, des compétences tant dans le champ du social que de la gestion urbaine, hein, des ordures ménagères, la voirie, l'entretien des collèges, mais aussi donc le champ des solidarités, habituellement porté par le département, et puis ce champ essentiel qu'est le développement économique, qu'on a, je dirais, essayé aujourd'hui, depuis quelques années, et la création de la métropole qui date de 2016, qu'on a essayé de mettre au service de la politique d'insertion, dans une relation, je dirais, un peu nouvelle, d'hybridation, comme on se plaît à l'évoquer, entre les systèmes d'acteurs ou les écosystèmes d'acteurs de l'insertion, de l'emploi et de l'entreprise. Les collègues Samuel Tocanier et Élodie Duputel, qui présenteront dans quelques instants la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, donc la MMIE, qui est un outil, un groupement d'intérêt public porté à la fois par la métropole, mais aussi l'État, Pôle emploi et d'autres acteurs, illustre ce souhait de faire travailler ensemble des acteurs qui, jusque-là, ou parfois, ne se parlent pas suffisamment. Voilà, alors, un petit schéma pour illustrer, mais une métropole de Lyon, 59 communes, 1,4 million maintenant d'habitants, relativement concentrée en termes de territoire, mais comme vous l'avez dit aussi, avec des disparités territoriales importantes. Je crois qu'il y a 42 territoires politiques de la ville, quartiers politiques de la ville, sur le territoire de la métropole de Lyon, et des niveaux et des différences socio-économiques importantes, si on le mesure ne serait-ce que par un indicateur qui serait le taux de bénéficiaires du RSA rapporté à la population active. Ce taux va de 3% dans certaines communes les plus aisées à près de 20% dans certains micro-quartiers du territoire. Donc, c'est dire quand même l'étendue et la disparité que nous connaissons. Alors, cette métropole de Lyon, depuis 2016, elle a cherché à je dirais, pousser au maximum le fait d'avoir différents leviers
pour agir en faveur de l'accès à l'emploi et de l'insertion des personnes. Et ça s'est traduit par une approche stratégique mise en œuvre dans le cadre d'un document qu'on appelle le Programme métropolitain d'insertion pour l'emploi, qui est la feuille de route de la métropole, mais qui, et je vais y revenir, engage et emporte aussi les actions et la démarche d'autres acteurs, d'autres partenaires, dont évidemment l'État, sur lequel évidemment je reviendrai comme un acteur clé de ces politiques d'emploi. L'autre originalité ou l'autre démarche qui s'est construite depuis ces années 2015-2016, c'est la construction, alors j'ai indiqué d'une tête de pont, je ne sais pas si le terme est adapté, mais d'un outil commun, d'une maison commune entre les acteurs institutionnels de ces champs de l'insertion, de l'emploi et de l'entreprise, donc au travers de la création d'un groupement d'intérêt public. Je ne vais pas le détailler, on y reviendra, mais qui emporte également une gouvernance territorialisée, c'est-à-dire qu'on a beau être un territoire plus resserré que celui d'un département, les bassins de vie et on pourrait même dire les bassins d'emploi, dans certains cas, sont infra-métropolitains, sont inférieurs à l'échelle de la métropole. Et donc, on a une dizaine de territoires qui sont animés, y compris à un niveau politique, je dirais, et technique, avec des instances qu'on appelle les comités territoriaux d'insertion pour l'emploi, qui regroupent l'ensemble des acteurs. Voilà, donc c'est une ambition de territorialiser à l'intérieur même, je dirais, de nos propres politiques locales. Et puis, dernier point, et ça fait écho à ce que Mme El Khomri évoquait, c'est la mise en œuvre de différentes démarches qui ont pu être impulsées au niveau national ou plus localement, avec cette ambition d'être ou de porter l'innovation dans le champ de l'insertion sociale professionnelle et l'accès à l'emploi des personnes éloignées de l'emploi. Une première illustration que je ne commenterai pas parce que Samuel et Élodie le feront, c'est celle de la Charte des 1000, qui est un club ou un regroupement d'entreprises mobilisées autour de l'insertion et de l'inclusion des publics. Une autre démarche qui a permis d'organiser et de simplifier le paysage des acteurs, c'est la reprise des plans locaux d'insertion pour l'emploi à l'échelle métropolitaine, qui a permis d'avoir un levier plus important et une forme d'équité territoriale des actions qui étaient menées par les plis, et puis des initiatives nationales qui se sont déclinées au plan territorial, au plan local. Nous avons aujourd'hui, et je crois que c'est le premier territoire urbain, 4 territoires zéro chômeur de longue durée labellisés, agréés sur le territoire de la métropole. Il y en a encore quelques-uns qui sont candidats, mais on espère qu'on ira un peu au-delà. Et évidemment, Mme El Khomri, qui a porté ça, voilà, connaît ça. C'est une initiative extrêmement intéressante qui permet de renverser un peu le prisme habituel des politiques d'insertion par, ça a été dit, l'abord de l'activité et d'une proposition d'emploi qui est, je dirais, inconditionnelle au départ. Et ça, c'est vrai que ça libère des énergies, ça permet de voir autrement les choses, et pour les publics et pour les acteurs. Un autre exemple de cette volonté d'innovation, c'est celle de la création d'un revenu de solidarité jeune. Vous le savez, en France, il y a beaucoup de protection et de filets de protection sociale. Il n'y a pas de
revenu de solidarité ou de revenu minimum pour les jeunes de 18 à 25 ans. C'est un choix évidemment de l'État jusque-là. Ça a conduit l'exécutif métropolitain à proposer, alors sans doute pas l'équivalent d'un RSA pour cette tranche d'âge, mais en tout cas un filet de sécurité destiné aux jeunes les plus en précarité, et d'offrir ainsi une sorte de marche vers des dispositifs de droit commun, pour le coup plutôt portés par l'État, avec cette idée que néanmoins on ne pouvait pas laisser plusieurs centaines de jeunes. Aujourd'hui, au bout d'un an et demi, on a à peu près 500 jeunes couverts par ce dispositif et ça représente 1500 jeunes au total. On ne pouvait pas laisser ces jeunes qui ne rentrent pas dans les cases ou qui n'arrivent pas aujourd'hui à s'inscrire dans une démarche active d'insertion telle qu'ils sont proposés. Et donc, il y a une proposition qui leur est faite, à la fois d'allocation, mais aussi d'accompagnement dans une démarche plus progressive. Et j'en arrive alors au sujet que je vais décliner de façon un peu ramassée, c'est l'expérimentation France Travail sur le volet d'accompagnement des BRSA. France Travail, je ne m'en ferai pas ni le présentateur détaillé, ni l'avocat, puisque c'est une initiative gouvernementale. Je ne l'ai pas dit, mais on avait proposé que mon collègue directeur territorial de Pôle emploi puisse être présent pour qu'on présente ensemble. Il était malheureusement indisponible, mais en tout cas, on travaille ensemble très activement sur cette démarche. Donc, France Travail, c'est une démarche un peu très, très large, hein, qui couvre et qui a une ambition diverse et qui couvre à la fois évidemment le statut et l'organisation de Pôle emploi, qui couvre également la coordination très large des acteurs de l'accompagnement des publics empêchés ou privés d'emploi et également de fédérer le monde de l'économie et des entreprises dans ces démarches-là. Ce projet se décline autour du calendrier qui est indiqué là, avec une phase de concertation qui a été assez courte, mais qui s'est faite ces derniers semestres. On attend un rapport de préfiguration de ce chantier France Travail pour sans doute la fin de ce mois. Et puis, à partir donc dans les quelques semaines qui viennent, de premières expérimentations dans le champ du RSA et de la gestion du RSA. Ce que nous expérimenterons dans quelques semaines, c'est un projet collectif. Alors, il y a 19 territoires pilotes qui ont été retenus sur le territoire national. Voilà. 18 départements et la métropole de Lyon, compte tenu des spécificités institutionnelles dont je vous faisais état. Ce projet collectif, il porte une ambition autour d'accompagner 100% des bénéficiaires du RSA. C'est clair que sur ce terrain-là, et je le dis de façon à la fois modeste et simple, l'État comme les collectivités, comme Pôle emploi, comme tous les acteurs, ont failli depuis la mise en place du RSA, puisque aujourd'hui, aucun département, enfin je crois, hein, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je dis, mais j'en suis quasi certain, aucun département n'est en situation d'accompagner l'ensemble des publics qui bénéficient du RSA. Alors c'est une tâche extrêmement complexe parce que être bénéficiaire du RSA, ça induit ça comprend plusieurs types de situations, plusieurs types de statuts aussi, avec des situations liées à la famille également, qui emportent aussi une capacité évidemment à être accompagné et inséré, voire accéder à l'emploi. Donc tout cela est évidemment, et on a affaire au fond à des publics extrêmement différents, mais qui ont tous en commun malheureusement d'abord la précarité, de vivre la précarité et de ne pas être financièrement autonome et vivre de leurs ressources et de leur travail. Donc, un objectif, c'est d'accompagner 100% de ces bénéficiaires.
Et c'est aussi de montrer qu'une action plus collective, plus intensive, doit permettre d'entrer dans un parcours d'insertion et d'accéder in fine à l'emploi avec cet objectif de l'emploi pour tous, et comme ça a été dit, en partant aussi du principe que nul n'est inemployable, qu'il y a aujourd'hui une panoplie d'outils qui permet d'accéder à l'emploi, même dans des conditions où on a des handicaps, des difficultés, un déficit de compétences à un moment donné, mais c'est une volonté de mettre à disposition, au fond, tous ces outils-là pour être plus efficace. Voilà un peu l'ambition générale. Alors, ça s'organise au fond autour des 5 principes directeurs qui vous sont présentés dans cette diapositive. L'idée d'un diagnostic partagé, Mme El Khomri l'a évoqué en parlant plutôt du diagnostic du territoire. Là, on parle plutôt du diagnostic quant aux personnes et à leurs besoins. Un diagnostic et un accompagnement, suivi d'un accompagnement à la fois individualisé et intensif. On parle d'une cible d'accompagnement qui permettrait que chaque bénéficiaire puisse être mobilisé pendant près de 15 à 20 heures hebdomadaires. Ça veut dire qu'on se met en capacité d'offrir des temps, des espaces, des moments de mobilisation, de formation, d'accompagnement. Et là-dessus, je le dis très simplement également, on a entendu à un moment donné cet élément-là comme une obligation d'activité. En tout cas, du côté de la métropole de Lyon, il est hors de question que ça se traduise par un RSA conditionné par des obligations d'activité qui seraient une forme de travail déguisé. C'est ni le souhait, évidemment, de la collectivité de porter une telle démarche, et c'est par ailleurs sans doute impossible et pas souhaitable dans le cadre du droit du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis d'autres avancées autour de cette idée de mieux coordonner les personnes qui travaillent auprès des entreprises et de développer les systèmes d'information. Je crois que c'est un élément très important pour avancer sur ces sujets-là. Alors, je ne vais pas redévelopper ce qui suit là. Donc, l'expérimentation se fera normalement sur 2 communes de la métropole, tout en bas, les deux points jaunes. Ces 2 points jaunes, c'est Givors et Grigny, à ne pas confondre avec Grigny en Essonne, mais c'est un autre Grigny. Givors et Grigny, c'est à peu près 20 000 habitants, 18 000 habitants pardon, au total, et c'est 1500 bénéficiaires du RSA, donc c'est une expérimentation sur une population qu'on a voulu un peu limiter aussi pour ne pas, pour donner les conditions de la réussite et un cadre de réussite. Voilà, le pilotage de cette expérimentation, il traduit au fond ce que je vous ai dit déjà, d'une certaine avancée, d'une certaine maturité quant au partenariat que nous pouvons avoir sur ces questions-là, en particulier avec l'État, mais aussi Pôle emploi, avec autour de plusieurs espaces de coordination, mais avec, comme vous le voyez, des échelons métropolitains et des échelons politiques où, et j'y reviendrai, la métropole, il est proposé à la métropole au fond de copiloter cette politique d'emploi et d'insertion, et puis un échelon territorial parce que évidemment, à la fois l'expérimentation se fait sur un bassin de vie limité et les communes notamment, mais aussi la CAF, mais aussi différents types d'acteurs, les professionnels du travail social de terrain sont incontournables et indispensables pour évidemment accompagner les publics et s'approprier aussi la démarche telle qu'elle est engagée. Alors, j'ai peut-être un peu dépassé le temps, vous me
vous me faites signe, Benjamin, si c'est encore, si j'ai encore Allez-y, concluez. J'ai 2-3 minutes pour conclure. Alors, d'abord sur l'expérimentation telle qu'elle est engagée, elle se mène comme tout ce que l'État souhaite depuis quelques années, tambour battant, dans un calendrier extrêmement serré. Je le dis simplement et avec le sourire, mais je pense que parfois, on ne se rend pas toujours compte des difficultés qu'il y a à la mise en œuvre de ces cadres descendus au niveau, enfin, construits au niveau national et dont il ne s'agit pas évidemment de se perdre en termes de délai, voilà, mais sur lequel il y a un enjeu d'appropriation des acteurs absolument essentiel. Donc, une expérimentation tambour battant, une cible encore un peu mouvante parce qu'on n'est pas encore tout à fait précis aujourd'hui sur la façon dont on va mieux accompagner les bénéficiaires du RSA. Il y a une forme de cahier des charges, mais c'est encore en cours de travail. Et on espère qu'elle sera, cette cible, adaptée aux réalités, aux suggestions du terrain. C'est tout l'enjeu, je pense, de l'expérimentation. Un calendrier, je l'ai évoqué, et des moyens qui restent à confirmer. Et puis, néanmoins, et je le dis avec beaucoup de satisfaction, et même si le collègue de Pôle emploi n'est pas là, mais une accélération importante de notre partenariat. Les départements travaillent historiquement depuis le RMI et le RSA avec Pôle emploi. Jamais, je crois, en tout cas au niveau local, nous n'avions eu le niveau de dialogue et de travail en commun, de coproduction en commun, que ce que nous avons pu faire depuis quelques mois autour de cette initiative. Il y avait eu, il y a quelques années, un travail qui s'était mis en place dans le cadre de ce qu'on appelle l'accompagnement global, qui permettait d'accompagner de façon commune avec Pôle emploi et les départements, mais c'était resté, je dirais, une réforme peut-être trop pas assez décliné au niveau local. Et là, on est passé de ce point de vue-là à l'échelle par rapport à cet enjeu de collaboration. Une attente forte de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et c'est important de dire que ça déborde le cadre de ces deux acteurs que sont les collectivités, le département et Pôle emploi. Il y a Cap emploi, il y a, vous les avez évoqués, les CCI, les acteurs, etc., qui aujourd'hui peuvent être embarqués dans une démarche qui s'avérerait plus large et fédératrice. Et puis, une promesse de copilotage renforcé des politiques d'insertion et d'emploi. Je dirais là-dessus, et le terme est bien sûr choisi, ce n'est qu'une promesse pour l'instant. Alors, j'espère que le fameux adage d'un ministre il y a quelques décennies maintenant ne s'appliquera pas. Mais en tout cas, cette promesse, elle est stimulante parce que je dirais qu'elle tire peut-être les enseignements à la fois des limites, je les évoquais, de ce qui a pu être fait en termes d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, mais aussi des initiatives dont Mme El Khomri a pu parler. Et de fait, elle aboutit à cette idée que ce qui est central par rapport à tout ce qui a été dit, et pour reprendre ce que disait Mme El Khomri, bien sûr, l'État pilote et porte une part importante de la politique d'emploi, mais si ce pilotage pouvait se décentrer demain à des échelles régionales, départementales et de bassins de vie, pour que, alors bien sûr, avec des échelles de responsabilité et des niveaux de responsabilité différents, mais que effectivement les acteurs locaux se sentent réellement embarqués dans ces politiques publiques et qu'on puisse agir ensemble. On le fait déjà, mais de façon encore plus intégrée. Je pense que ce serait une grande avancée. Pour terminer, ce qui me semble, c'est que, au fond, les enjeux d'insertion sociale et professionnelle, tels que, et je ne vais pas les détailler tous, mais ça a été déjà, certains ont déjà été évoqués, et je pense qu'on y reviendra, on reviendra sur d'autres, montrent qu'au fond, une politique de l'emploi
une politique d'insertion sociale et professionnelle, ça se construit à partir aussi des politiques et de la mobilisation d'autres politiques publiques et qui sont essentiellement, enfin, ou pour bonne partie, des entreprises, des politiques menées au niveau territorial et portées en grande partie aussi par les collectivités locales. L'accès au logement et à la mobilité, l'accès à la formation. On ne manque pas de formation aujourd'hui, on manque d'une difficulté, on a une difficulté d'accès, de connaissances, de mutualisation des moyens ou de partage des moyens, et puis de certaines difficultés aussi, ou de certains types de formation. Et puis, on a des enjeux qui sont plus des enjeux d'évolution de la pratique professionnelle d'un certain nombre des acteurs de terrain, et que ça, je pense qu'effectivement, on peut l'impulser au niveau national, on peut donner à voir des initiatives inspirantes, au-delà de toutes celles qui ont été évoquées. Je pense par exemple à quelques autres qui ont été menées dans le cadre de la stratégie pauvreté. Je pense à dispositif Convergence qui vise à mettre les personnes en grande précarité dans les dispositifs de l'IAE, les dispositifs tapage qui visent à faire accéder à l'insertion par l'emploi à des jeunes également en difficulté. Donc il y a beaucoup d'initiatives inspirantes et l'État peut porter ça, mais au fond, la mise en œuvre et de fait le passage à l'échelle, il est souvent du fait du local, la capacité à se fédérer et je l'espère en tout cas, à porter ensemble un ensemble de leviers. Voilà, je m'arrête là et je pense que les collègues vont pouvoir enchaîner. Enfin, je vous laisse Merci faire le beaucoup. maître du temps. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Je ne sais pas ce qu'en pense Myriam El Khomri, mais on voit bien en fait la manière dont on met en place une dynamique locale qui associe tous les acteurs, et au moins on n'a pas de message de désespoir par rapport à ce qu'on se disait au début. On a plutôt que des motifs d'espoir parce que ça avance quand même plutôt dans le bon sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Myriam. Mais la métropole de Lyon a toujours eu un petit temps d'avance déjà sur le travail qui avait été fait, j'avais vu sur l'aide sociale à l'enfance ou d'autres, entre les fonctions du département et les fonctions de la métropole. Il y avait quand même, ça a été assez innovant à l'époque. Enfin, en tout cas, il y avait vraiment un temps d'avance de ce point de vue-là. Et c'est un territoire aussi qui a des fortes inégalités et en même temps un vrai dynamisme aussi et une forte mobilisation. Donc, je crois que moi, je partage bien évidemment et je suis ravie de tout ce qui est mis en place. Je suis ravie que vous ayez 4 territoires zéro chômeur aujourd'hui et que voilà, tout le monde essaie de tenter. Si je me permettrais juste une petite remarque sur tout ce que vous avez montré, tous les acteurs, je crois qu'il faut embarquer le dialogue social aussi, les partenaires sociaux, parce qu'ils ont aujourd'hui la main sur la liste des métiers en tension de la région. Ils ont la main sur les financements à travers les OPCO, notamment les financements de la reconversion professionnelle. Ils ont la main sur les aides aussi à l'apprentissage à travers les OPCO. Et je pense que de ce point de vue-là, ils pourraient trouver leur place aussi à cette échelle-là. Voilà. Et je pense que ça serait un lien de plus aussi avec l'entreprise, si je peux me permettre. Vous avez tout à fait raison. Et alors, il y a des initiatives, mais qui existent dans d'autres territoires. Un comité territorial économique, une instance, voilà, avec une nouveauté depuis quelques temps, le fait d'y admettre également des acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qui parfois, ou jusque-là, étaient un peu considérés un peu sur les strapontins des acteurs de la représentation économique. Donc, mais vous avez raison, on sent que sur ce terrain-là, il y a encore des marges de progression et de structuration au fond du partenariat. Mais ce que vous disiez sur les difficultés aussi de travailler à la reconversion professionnelle et à l'accompagnement de cette reconversion est une illustration, mais je pense que les collègues de la maison métropolitaine vont pouvoir encore illustrer tout ça. Moi, j'ai compris quand même qu'il y avait un engagement de la métropole, Myriam, et donc si les organisateurs le permettent, on pourra refaire un séminaire d'ici 2 ou 3 ans pour voir effectivement dans quelles conditions, dans un retour d'expérience sur un dialogue social réussi. J'en doute pas que ça sera fait, vu ce qu'on vient d'entendre, et je ne fais pas mon inspecteur, je sépare mes différentes fonctions. En tout cas, j'en profite pour remercier beaucoup Myriam El Khomri pour son témoignage et sa participation. Je sais qu'elle est amenée à être mobilisée ailleurs, mais je vous
dirait tout ce qui aura pu être dit et formulé dans la suite de ce webinaire. Merci beaucoup à vous, Myriam. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à Christophe d'avoir pensé aussi au métier du grand âge parce que on a des vrais enjeux là-dessus et j'ai vu que ça faisait partie aussi de tous vos travaux. Donc, un grand merci à vous. Donc, on enregistre, Myriam, mais vous allez entendre ce que disent Samuel et Élodie par ailleurs. Mais je leur passe la parole. Au revoir, Myriam. Samuel et Élodie, donc vous allez nous parler de ce terme un peu ésotérique qui est la charte des mines. Je comprends que derrière, vous répondez à un des objectifs qui a été assigné à la politique territoriale de l'emploi, c'est d'arriver à mobiliser les entreprises. Alors, quelle potion magique et quelle formule miracle vous avez trouvée à Lyon? On vous écoute tous les deux. Alors, potion magique, je ne sais pas, mais peut-être qu'on est le village gaulois qui permet, j'allais dire, de mettre en œuvre cette ambition-là. Alors, c'est vrai que on a un petit support de présentation pour illustrer le fonctionnement du groupement d'intérêt public Aimer mieux, évoqué tout à l'heure par Christophe. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir agir dans une structure qui sait mobiliser dans sa gouvernance l'ensemble des acteurs publics, représentés aujourd'hui par 37 communes sur la métropole de Lyon. Alors, ce n'est pas l'intégralité des communes, mais je crois qu'elles représentent environ 90% des habitants de la métropole de Lyon. Donc, vous en avez l'illustration en vignette 3. Je pense qu'on peut passer directement sur cette vignette qui est présente aujourd'hui depuis décembre. L'ensemble des communes qui ont rejoint notre gouvernance, accompagnées des bailleurs sociaux, parce qu'on gère aussi la clause sociale dans les marchés publics et privés, accompagnées des chambres consulaires et évidemment des grosses collectivités que sont la région, la métropole de Lyon au premier chef, puisqu'elle préside la MMIE, qui est donc ce groupement d'intérêt public qu'elle a créé en 2019. Et puis, vous avez également en tant que membre, évidemment, l'État et Pôle emploi qui sont partie prenante du plan d'action que je vais vous présenter rapidement par la suite. Et je dois dire que tout ça facilite évidemment la convergence des politiques publiques qui sont dans les compétences soit de ces collectivités, soit de ces communes ou soit des grosses collectivités que je viens de citer ou de l'État. Et on a du coup facilité pour proposer des actions en additionnalité du droit commun, c'est-à-dire innovantes, qu'on espère agiles, mobilisables avec des ressources humaines, j'allais dire, qui sont cherchées sur la base de compétences et de connaissances, par exemple, sectorielles. Je vais donc vous présenter tout ça. Notre groupement d'intérêt public, je l'ai dit, il a été créé au 1er janvier 2019. Donc sur la diapositive suivante, on a effectivement aujourd'hui 46 membres avec une gouvernance politique du coup à faire évoluer parce qu'on a effectivement de plus en plus d'acteurs qui nous rejoignent. Par contre, d'un point de vue technique, on a un pilotage resserré. Alors Christophe fait partie du coup de ce pilotage pour le compte de la métropole et de la direction de l'insertion et de l'emploi. On a Pôle emploi dans ce pilotage. On a l'État, évidemment, la dette qui est représentée et la ville de Lyon. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'agir sur 6 leviers. Donc, vous avez le premier axe, et Élodie le développera. Donc, Élodie est donc ma collaboratrice qui pilote la charte des 1000 et l'équipe charte des 1000. Donc, moi-même, je suis responsable d'un service au sein de la MMIE, le service entreprise. Et notre rôle à Élodie et moi aujourd'hui, c'est de mobiliser les partenaires entreprises. Donc, pour le coup, le groupement d'intérêt public est connecté au monde économique au plus près de ses besoins. Élodie, du coup, en parlera, mais c'est près de 1000 entreprises aujourd'hui qui sont partenaires à nos côtés. Et on agit sur des filières en tension. Madame El Khomri a valorisé la nécessité de pouvoir travailler au plus près, j'allais dire, des filières qui recrutent avec une approche GPEC. Et c'est ce qu'on fait sur l'industrie, sur la transition écologique, la petite enfance et le prendre soin, ce qu'on appelle le prendre soin. Donc, ça regroupe les enjeux de recrutement dans la filière de l'autonomie et du grand âge. Et j'aurai un petit zoom sur notre action en direction de cette filière tout à l'heure. On agit également pour promouvoir les clauses sociales dans les marchés publics et privés. Donc, c'est des vrais leviers d'emploi pour les personnes qui sont en difficulté, notamment les bénéficiaires du RSA, qui en tout cas répondent à l'éligibilité de ces clauses d'insertion. Et c'est
plus de 2000 contrats de travail quand même qui sont proposés sur la métropole de Lyon pour des personnes grâce à cet outil. On coordonne les acteurs de l'emploi et de l'insertion, évidemment en lien avec la métropole de Lyon, à travers les instances qu'a présentées tout à l'heure Christophe, donc aussi bien les prestataires de l'emploi que, j'allais dire, enfin, on a la chance d'avoir à la fois les prestataires de l'emploi, mais le monde économique qui est représenté dans ces instances et le monde politique, donc ça aide à avoir des plans d'action territoriaux basés sur des diagnostics territoriaux au plus proche des réalités, puisque sur notre territoire, on a des disparités effectivement, par exemple, qui peuvent être fortes entre l'Est lyonnais et l'Ouest lyonnais, pour prendre que cet exemple pour les gens qui connaissent un petit peu notre territoire. Une autre de nos missions, c'est de proposer, j'allais dire, à travers un réseau d'antennes de proximité, un accueil inconditionnel de toute personne qui recherche un emploi, un projet de formation dans des antennes de proximité. On en a 20 aujourd'hui, alors qu'ils ne sont pas des structures qui sont, j'allais dire, des propriétés ou des outils de la MMIE, mais en fait, on labellise des lieux, souvent, j'allais dire, des initiatives communales, mais dans lesquelles, en fait, un certain nombre de services peuvent être proposés, notamment des animateurs numériques qui, là, sont portés par notre structure. Et donc, nous, ça nous permet d'avoir des lieux aussi de délivrance de services, d'action, de faire venir des employeurs dans ces lieux, par exemple aussi pour animer pour les publics demandeurs d'emploi, notamment de ces quartiers, puisque souvent ces antennes sont organisées dans des quartiers petits de la ville, j'allais dire, voilà. Et puis, la dernière action, c'est innover sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc, on pourrait citer, par exemple, le projet FAIR, c'est 750 personnes qui sont accompagnées dans des démarches d'insertion, hein. Ça va de la remobilisation sociale par des actions, j'allais dire, qui incluent sport, culture, et remise à niveau sur les savoirs de base. Dans le parcours, vous avez un contrat de professionnalisation et de l'accompagnement social en parallèle qui vient enrichir les parcours, et le but est de mettre des personnes durablement à l'emploi, et on doit dire qu'on a des profils très très éloignés de l'emploi qui rentrent dans ces parcours, et ils fonctionnent avec l'appui d'un écosystème d'employeurs qui sont partie prenante et qui jouent le jeu, du coup, des immersions, du tutorat aussi pour sécuriser ces personnes-là. Alors, on a la coutume de dire que la valeur ajoutée du groupement d'intérêt public, eh ben, c'est d'agir en proximité. Je l'ai illustré à travers notre capacité à travailler au plus proche des territoires. D'agir avec agilité, on mobilise les ressources humaines, financières et logistiques nécessaires pour organiser nos événements. On en a plus de 600 par an. Et puis l'humanité, ben, évidemment, notre cœur de cible, c'est les gens qui sont en construction de projets professionnels, et on agit avec eux à travers aussi des relations de proximité qu'on crée tous les jours avec des collaboratrices et collaborateurs d'entreprise, parce que c'est souvent par des relations institut personnelles qu'on arrive à engager une entreprise, et nos collaborateurs qu'Élodie représente aujourd'hui s'inscrivent dans cette démarche. On a un budget de fonctionnement, on l'a mis, qui s'appuie en grande partie sur des dotations du FSE de la métropole de Lyon, qui consolide, j'allais dire, une activité aujourd'hui qui est en développement et qui est soutenue dans la stratégie de politique publique de la métropole de Lyon. Alors, je vous propose de laisser la parole à Élodie qui va vous présenter en quelques mots ce qu'est la Charte des 1000, donc une initiative qui nous permet aujourd'hui, j'allais dire, d'ancrer nos actions sur des partenariats réels avec les entreprises du territoire. Oui, merci Samuel. Donc, la charte des 1000, donc 1000 comme le nombre, hein, pas comme le prénom, on fait souvent la petite confusion, mais c'est les 1000 entreprises qui s'engagent pour l'emploi. C'est une initiative qui existe depuis quelques années maintenant sur la métropole, et qui est divisée en plusieurs territoires. Donc, la métropole de Lyon est divisée en 12 territoires qu'on appelle donc des CTM, et ça
permet vraiment d'avoir un bassin à la fois urbain, mais aussi rural. Et les entreprises sur ces territoires n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes pratiques. Et puis, les demandeurs d'emploi sont aussi très demandeurs de ne pas faire 1 heure de route, de traverser toute la métropole pour accéder à un emploi. Et on privilégie le rapport, la rapport de l'emploi local. Peut-être on peut passer la slide suivante. Voilà, est-ce qu'on peut peut-être diffuser la vidéo qui présente un peu la... Merci. Donc, ça résume un peu ce que Samuel et Christophe présentaient. Je sais que la musique est sympa, mais... Elle est très bien. Je pense qu'une fois, ça suffira. Merci. Ouais, du coup, c'est vraiment donc un résumé de ce que présentaient Christophe et Samuel. La place de l'entreprise est très importante dans la remobilisation et le fait d'amener les bénéficiaires au plus proche de l'emploi. Et c'est pour ça que cette initiative de créer un réseau d'entreprises qui sont engagées, non, vraiment, elle est vraiment très sympa cette musique, hein. Donc, c'est un réseau d'entreprises très engagé qui, sur la base du volontariat, va sur on va dire une sélection d'engagement, va se positionner en fonction de sa capacité à pouvoir se mobiliser, parce que ce réseau en fait d'entreprises s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit sa taille. Donc, on va de l'auto-entrepreneur jusqu'au grand groupe, quelle que soit sa situation géographique, quel que soit aussi son chiffre d'affaires, peu importe. Ce qui les fédère, c'est les valeurs qui les portent en direction des publics qui sont en insertion. Et je parle bien de valeurs, je parle donc notre intérêt aussi, c'est bien évidemment des entreprises qui ont des besoins en recrutement, hein, puisque l'objectif aussi c'est d'amener à l'emploi, mais pas que, puisque si on peut passer à la slide suivante, on peut voir dans les différentes déclinaisons que les entreprises peuvent mener en direction des publics. C'est à la fois de la remobilisation sur la confiance en soi, sur de l'échange de pratiques par rapport à un métier pour le découvrir, pour pouvoir aussi faire des immersions par le biais des PMSMP, des stages, mais c'est aussi s'impliquer auprès des publics scolaires, et puisque on a une mission à travers les quartiers poétiques de la ville de permettre d'ouvrir en fait le réseau des entreprises
à des scolaires qui viennent des collèges REP et REP+, et qui n'auraient peut-être pas forcément accès à des entreprises avec de grands comptes qui sont parfois un peu impressionnants pour un jeune, pour pouvoir pousser la porte, ou qui n'ont pas le réseau pour pouvoir y accéder. Donc ça part, on s'adresse aussi au collège, jusqu'au public senior qui est sujet d'actualité, peut-être amené à travailler plus longtemps que ce qu'il n'avait prévu à la base. Donc en tout cas, l'implication de l'entreprise n'est pas uniquement sur j'ai un besoin au recrutement, mais je veux aussi m'impliquer, moi, en tant qu'entreprise, parce que je sais que j'ai un impact social, j'ai un impact sociétal, et que sur mon territoire, je veux avoir une plus-value qui est différente que uniquement une plus-value business. Et en retour, eh bien, voilà, il n'y a pas de retour financier particulier sur cet engagement. Les entreprises, ça leur permet quoi en retour? Ça leur permet, elles, de communiquer sur leur métier. Ça leur permet aussi de valoriser, pour certaines qui sont labellisées sur des labels un peu type Great to Place, to Live. Ça permet aussi de labelliser d'autres entreprises qui sont avec des certifications de l'ESS, etc. Donc, on est sur vraiment une implication à destination et volontariste. Et puis, ce qu'on souhaite aussi dans l'implication de l'entreprise, c'est que ce n'est pas uniquement un engagement de communication, c'est-à-dire je mets le logo sur mon site internet et je suis ravie, je communique sur mon engagement, mais c'est aussi comment on va pouvoir mesurer l'impact concret qu'elles auront pour les publics. Donc, dès le départ, quand l'entreprise souhaite rejoindre le réseau de la Charte des 1000, on va lui demander pour combien de demandeurs d'emploi dans cette année elle souhaite s'impliquer, parce que en fonction de sa taille, elle ne va pas forcément avoir la même force de frappe. Et puis surtout aussi combien de collaborateurs en interne elle est prête à mobiliser pour arriver à mettre en œuvre l'engagement sur lequel elle s'implique. Donc dès le départ, ça demande à l'entreprise de réfléchir à où est-ce qu'elle veut aller, et puis quelle est sa part, et de rester sur des engagements qui sont réalistes et réalisables. Est-ce qu'on peut peut-être passer à la slide d'après, s'il vous plaît? Voilà. Du coup, sur l'équipe Charte des 1000, et après je laisserai la parole à Samuel sur la filière des métiers du prendre soin, on a une équipe quand même de presque 14 personnes qui sont dédiées à la relation entreprise, 12 qui sont en situation de proximité géographique très forte, puisque parfois on raisonne presque à l'échelle de l'arrondissement de Lyon. Et puis à cette équipe sont associées 2 animatrices de programmes nationaux, le programme PACS, qui est donc porté par le ministère de la politique de la ville, enfin la cohésion des territoires, en direction des quartiers politiques de la ville, et puis une animatrice du club des entreprises qui s'engagent, qui est une initiative du ministère du Travail, et dont les finalités sont les mêmes, puisque l'objectif est de mettre à disposition un réseau d'entreprises à des initiatives locales. Donc, on a parlé de territoire zéro chômeur. Ce réseau d'entreprises est à destination aussi de ces dispositifs, puisque la MMIE n'accompagne pas de demandeurs d'emploi. Nous n'avons pas de public dans notre quotidien à accompagner. Donc, ce réseau d'entreprises est vraiment au service des initiatives qui sont déjà implantées au niveau local, comme Zéro Chômeur, comme Territoire Zéro Chômeur, comme le contrat engagement jeunesse de la mission locale aujourd'hui, France Travail. Toutes ces initiatives sont aujourd'hui bénéficiaires, peuvent bénéficier du réseau des entreprises, et les collaborateurs en lien avec dans la relation entreprise communiquent très régulièrement auprès de ces entreprises pour leur expliquer les dispositifs qui existent sur le territoire, en quoi ça peut les intéresser dans leurs objectifs de valorisation de leur marque employeur ou de leur RSE. Et puis, combien de demandeurs d'emploi elles pourraient aussi éventuellement s'intégrer dans leurs effectifs par le biais de cette action, ou par le biais de leurs engagements sur lesquels elles se sont engagées à réaliser. Et je vais laisser la parole à Samuel, mais il y a un secteur d'activité qui ressort particulièrement sur le territoire. Il y en a plusieurs, bien sûr, mais les métiers du prendre soin est un métier en forte tension sur la métropole de Lyon, comme beaucoup d'autres territoires. Et donc, une initiative très forte entre
justement l'accompagnement et l'accompagnement des entreprises et l'accompagnement des publics a été initié et porté par la MMIE. C'est labellisé par la CNSA, si j'ai bien compris. On vous laisse une minute pour la présenter. Oula, alors absolument, effectivement, à la faveur d'un rapport du coup qui avait été aussi porté par Mme El Khomri en 2019 sur les problématiques d'attractivité du secteur du grand âge, on s'est positionné avec d'autres territoires et on a été lauréat avec 20 autres plateformes en France. On est la seule plateforme sur le sud-est de la France. Nous, pour le coup, on a la chance de bénéficier de la mobilisation des syndicats employeurs à nos côtés qui ont construit avec nous le plan d'action que vous avez sous les yeux. Et c'est un plan d'action très ambitieux qui va de revaloriser ces métiers, à accompagner des gens dans leurs projets, dans leur parcours, à les rendre réalistes et concrets, les maintenir à l'emploi et améliorer la gestion des ressources humaines des employeurs parce que, par exemple, dans le secteur de l'aide à domicile, les employeurs ont quand même des problématiques de RH très importantes compte tenu de la spécificité du secteur, du modèle économique dans lequel ils sont inscrits. On anime une démarche territoriale autour de ces enjeux. Un zoom un petit peu simplement sur la vignette d'après pour vous dire que cette démarche du coup qui inclut toutes les fédérations d'employeurs, les collectivités et du coup la singularité de cette démarche qui réussit, je pense qu'elle est due notamment au fait que la métropole ait fusionné ses compétences aussi et donc entre le département et la communauté urbaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a la capacité de s'appuyer sur les services techniques de la métropole très fortement, à la fois du point de vue de l'insertion de l'emploi, mais aussi sur la politique PAPH, personnes âgées, personnes handicapées. Donc avec les élus, il y a une stratégie commune qui est définie. Avec les services techniques, eh bien, on sait, j'allais dire, articuler nos ressources ensemble. Et donc, on arrive à des résultats après un an d'activité qui sont assez intéressants, parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur les 230 personnes qu'on a accompagnées à travers notre guichet, on a 105 personnes qui sont rentrées en formation d'aide-soignants. Et donc, il faut se dire que ces 105 personnes, c'est en majorité des bénéficiaires du RSA, des habitants du quartier politique de la ville, des gens qui, j'allais dire, sont vraiment partie du panel de ce qu'on dit des personnes en insertion. On a alors j'ai la vignette qui a sauté, mais il se trouve que j'ai été préparé à ça. 125 personnes qui ont été accompagnées sur d'autres projets et 107 personnes ont trouvé des solutions. Donc on est à plus de 86% de réussite sur des personnes, encore une fois, qui nous viennent des réseaux d'insertion, 60 stages de PMSMP, 58 embauches, 67 actions de promotion. Enfin bref, c'est pour vous dire que vos chiffres sont très bons, hein. Même sans l'anti-stage, vous vous débrouillez très bien. Merci beaucoup. Non, mais, du coup, d'avoir posé un diagnostic commun avec l'ensemble des acteurs, employeurs, institutionnels, nous a permis effectivement de construire un plan d'action adapté, de mobiliser des ressources du coup humaines qui ont été facilitées par les financements du coup de l'État, mais aussi on a réussi à avoir des financements privés avec travers la PICIL sur ce projet-là. Voilà, c'est une illustration du fait que sur notre territoire, eh bien, on est au rendez-vous de l'innovation et on l'espère des employeurs qui ont des vraies difficultés pour répondre aux besoins de services publics quelque part dans lesquels ils sont associés parce que la prise en charge de nos aînés, par exemple, pour parler que de ce public, c'est vraiment un enjeu majeur vu la démographie et les besoins qu'on a sur l'ensemble des territoires. Voilà. Vous prêchez devant un convaincu. Merci à vous. Alors, moi, peut-être deux séries de questions par rapport aux questions qui ont été posées dans le fil. Et je me permets tout de suite de dire aux différents participants que soit ils posent leurs questions maintenant, soit ils le regretteront forcément à jamais, puisque c'est la dernière série de questions qu'on pose, mais qui s'adresse donc à la fois à vous, Samuel, Élodie et Christophe, s'il peut à nouveau nous rejoindre. Il y a un élément, il y a un acteur dont vous parlez sans parler, qui est le territoire d'au-dessus, qui est la région, qui, je crois, a fait pas mal de territorialisation. Donc, C'est pour peut-être nous Christophe. dire comment ça se passe avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Tant sur le côté d'Abeco, ça s'adresse un peu à vous aussi, parce qu'ils doivent exister autour de la table aussi sur la dynamique territoriale et comment est-ce que vous travaillez ensemble. Ça, c'est la première question. Et en lien avec des questions qui étaient posées justement là-dessus, il y avait un ensemble de questions qui étaient sur l'appariement entre l'offre et la demande de travail et le dispositif de formation qui existait à côté. Vous voyez, à la fois formation initiale et formation continue. C'est-à-dire qu'on comprend bien que vous arrivez à amener des gens sur des métiers auxquels ils n'avaient pas nécessairement pensé, que de l'autre côté, vous êtes en lien avec des entreprises, mais qu'en même temps, entre ce qui est dans l'appareil de formation initiale
ce qui est continu, l'accompagnement, tout ça est compliqué, quoi. Et c'est pas parce qu'une entreprise va arriver avec une demande éventuellement un peu originale, je sais pas, prof d'aquaponie ou que sais-je, que vous allez tout de suite trouver l'appareil de formation pour le faire. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment est-ce que vous travaillez sur ces deux points-là, à la fois avec la région et puis sur le sujet de formation qui correspond donc à la fois à un domaine région sur la formation, sur la forme pro et puis tout cet appareillage-là et la formation continue? Je vais laisser Elodie et Samuel répondre sur en partie la deuxième question, à savoir comment effectivement opérationnellement, sur un certain nombre d'exemples, les choses ont pu se construire. D'un point de vue plus institutionnel, la région est membre du groupement d'intérêt public, donc ça c'est un premier bon point. Un point un peu moins positif, c'est que c'est un membre qui n'est pas parmi les plus actifs. Parce que la région est grande, non, et que évidemment c'est compliqué pour l'échelon régional d'être présent à l'échelle des bassins de vie et des bassins institutionnels, et que je dirais la territorialisation de la région depuis quelques années, elle s'est d'abord faite au profit des territoires les plus ruraux, et que de ce point de vue-là, il y a peut-être un petit décalage, mais évidemment, mes propos n'engagent que moi, entre ce qui est mené à l'échelle urbaine et des métropoles et ce qui peut se faire à niveau départemental dans le cadre de départements plus ruraux. Après, je pense que vous pointez quand même, au-delà de ces rapports institutionnels qui vont, qui viennent et qui, voilà, j'en suis convaincu, évolueront encore dans les mois et années qui viennent, mais le sujet est quand même complexe parce qu'effectivement, l'enjeu de la formation, il se pose clairement autour de la formation initiale, et Samuel ou Elodie reviendront. Aujourd'hui, on a une forte demande de la part du tissu des entreprises à les aider à valoriser les métiers, et ça se construit avec des acteurs qui sont pas encore tous embarqués dans ces logiques de l'emploi, parce que voilà, c'est pas habitué, et puis parce que effectivement il y a encore beaucoup à construire sur ces terrains-là, et ça se joue aussi au niveau de la formation professionnelle. Et vous avez raison de dire que c'est encore un maillon un peu faible de notre dispositif. J'ai présenté France Travail qui ambitionne ce rapprochement entre la politique de l'emploi de l'État enfin, portée ou initiée par l'État, et celle de l'insertion sociale et professionnelle plutôt portée par les échelons départementaux. La question de la région et de la formation qu'elle porte normalement, logiquement, même si il y a encore des pans qui sont aussi qui relèvent d'autres acteurs, cette articulation, elle se fait encore difficilement. Sans parler, mais on a quand même des initiatives sur ce terrain-là, des relations qui peuvent se faire avec, ça a été évoqué tout à l'heure, les branches professionnelles, et notamment les acteurs de la formation des entreprises que sont les OPCO, les organismes collecteurs et gestionnaires des formations des salariés, aujourd'hui sont en demande de travailler avec aussi les collectivités territoriales. Et pour prendre un exemple, on initie là depuis quelques temps un partenariat autour de la formation des publics, des salariés, même de l'accompagnement de l'insertion, du monde des structures de l'insertion par l'activité économique, pour agir aussi sur ces questions de formation de ces publics-là, qui est un vrai sujet. Il y a un enjeu aussi important de ce côté-là. Voilà. Sur la partie formation, Elodie, si tu me permets, je peux peut-être essayer d'amener quelques éléments aussi. Nous, c'est vrai que notre boulot, c'est de repérer déjà l'offre de formation initiale pour mieux la valoriser et la faire connaître d'un certain nombre de publics. Donc, on s'appuie évidemment là sur la compétence région pour ça, et on a accès évidemment à la programmation de la région, à celle de Pôle emploi, et qu'on mobilise dans
au moins en relais d'information pour l'ensemble des référents prescripteurs. Je crois que Christophe, il doit y avoir pas loin de 900 référents de parcours aux conseillers à l'emploi sur le territoire de la métropole de Lyon. Toutefois, c'est vrai que nombre d'employeurs nous font savoir que les formations ne sont pas toujours adaptées des fois à la spécificité, à la singularité de leur activité, qui sont prêts à former des gens en entreprise et qu'il y a aussi des publics qui ne veulent pas repasser par la formation. On parlait aussi tout à l'heure des quartiers prioritaires. C'est compliqué des fois pour des décrocheurs d'imaginer même revenir dans un parcours d'apprenant. Et donc, il faut faire preuve d'innovation et proposer d'autres modèles. Donc, bon, je sais que la métropole de Lyon, Christophe, etc., réfléchit au sujet, qu'il y a des propositions qui seront faites aussi prochainement, notamment pour les bénéficiaires du RSA. Mais de notre côté, par exemple, sur les métiers du prendre soin, on a pu à la fois mobiliser l'offre de formation initiale, par exemple sur ces parcours aides-soignants, c'est-à-dire pour ceux qui étaient en facilité pour aller sur des formations classiques. Donc, par contre, nous, on a amené le suraccompagnement, c'est-à-dire qu'on a fait faire tout de suite des stages aux gens pour vérifier leur projet professionnel. On leur présentait la formation. La semaine d'après, ils avaient un stage pour valider le projet. La semaine encore d'après, ils avaient du coaching pour les aider à déposer leur projet pour rentrer dans les organismes de formation, pour se présenter, etc. Et c'est avec cette petite suraccompagnement, avec ce suraccompagnement-là, qu'on arrive à des bons résultats. Et pour les autres, on a l'opportunité aujourd'hui de mobiliser les contrats d'apprentissage aussi. Et vous en parliez tout à l'heure. Là, par exemple, on a fait un deuxième parcours apprentissage qu'avec des jeunes de mission locale. Et les employeurs notamment plus dans le secteur du prendre soin, c'est pas courant, ont été partenaires. Et la capacité de mobiliser ce réseau d'employeurs, alors en prendre soin sur la métropole, c'est 400 employeurs. Si on fait public, privé, associatif, aide à domicile, EHPAD, etc. Eh bien, on a réussi à trouver des solutions pour les 51 candidats, c'est-à-dire que 51 contrats de travail qui ont été signés avec un accompagnement de ces personnes-là. Et donc, quand l'apprentissage n'est pas mobilisable ou suffit pas, parce que l'apprentissage, c'est quand même réservé à un public avec moins de 30 ans, etc. Il y a quand même des contraintes. On a encore une autre possibilité, là pour le coup avec Pôle emploi, voire la région, c'est de mobiliser des dispositifs courts sur mesure qu'on appelle les préparations opérationnelles à l'emploi, c'est du jargon technique, excusez-nous, ou le pacte région pour l'emploi, qui conditionne la formation sur mesure à la demande de l'employeur, on va caricaturer, à l'embauche réelle de la personne une fois que la personne est sortie du stage de formation. Stage de formation qui peut comprendre de la remobilisation, un travail sur les soft skills et des contenus techniques. Et puis là, je crois que dans l'air du temps, il y a d'autres modes de formation qui sont des formations en situation de travail qui se développent, qui sont prisées, qui sont demandées par les employeurs. L'État essaie d'y répondre d'une certaine façon, la métropole aussi, Pôle emploi, c'est des formations qui coûtent aussi cher. Donc, il y a besoin aussi j'allais dire, de pouvoir flécher des financements, peut-être travailler effectivement avec les OPCO, avec ces acteurs-là, pour expérimenter des choses différentes pour des publics qui ne rentreraient pas, entre guillemets, dans les tiroirs classiques de l'accompagnement vers la formation. Voilà. Et pour compléter, moi je dirais qu'il y a aussi un réseau, enfin voilà, un réseau d'entreprises du secteur privé qui mettent en place aussi des dispositifs, des centres de formation intégrés pour compléter. Et pas forcément que des grands groupes, hein, ça peut être aussi des petites PME. Je pense à une entreprise de quartier poétique de la ville sur les métiers de la plomberie qui a développé son propre centre de formation pour répondre à des publics de QPV qui justement ont des difficultés d'intégration, comme disait Samuel, et qui ne se projettent pas sur des postures d'apprenants. Et donc on voit fleurir des entreprises qui se saisissent du sujet et qui développent leur propre offre de formation, mais pas que pour elles-mêmes. Alors bien sûr, c'est dans l'objectif et bien évidemment pour leurs besoins premiers, mais qui peuvent aussi derrière servir en fait la branche professionnelle. Donc elle s'appuie bien évidemment sur des politiques publiques, mais il y a aussi une part d'entreprises privées qui s'impliquent de plus en plus sur ce volet-là. Donc en fait, il faut que tout le monde se mobilise beaucoup, faire de la très forte personnalisation, mais du coup, derrière, il y a un projet professionnel auquel les gens adhèrent, enfin, tout le collectif adhère, quoi. Vous avez très peu de gens qui sortent en cours de parcours tel que vous venez de le proposer, compte tenu de l'accompagnement que vous faites. Si vous en avez
Ça dépend des modalités d'accompagnement. En fait, si on est en capacité de faire du suraccompagnement pour les personnes les plus fragiles, Mmh. évidemment qu'on limite, j'allais dire, les sorties du dispositif. Par contre, pour les publics en insertion, vous avez des exemples. Par exemple, je reprends les métiers du soin, hein. Infirmier, aujourd'hui, on parle de 30% d'abandon en formation pour des étudiats qui ont des baccalauréats, baccalauréat général, pardon, et qui, a priori, sur papier, ne présentent pas les mêmes difficultés que des publics en difficulté. Donc, imaginons ce à Mmh. quoi doivent faire face les publics qui ont décroché du système scolaire ou qui sont des publics de réinsertion. Et donc, voilà, je pense que c'est important, effectivement, qu'il y ait des investissements qui soient faits sur ce suraccompagnement, à mon sens. Mais ouais. Très rapidement, parce qu'on va arriver au terme de nos échanges et j'aurai encore une autre question, mais alors très rapide, encore plus rapide à vous poser. Nos auditeurs, ou tout du moins ceux qui participent au webinaire, s'interrogent sur la place des organismes de protection sociale dans votre dispositif, parce que vous en avez assez peu parlé. Il y a Pôle emploi qui est le logo en gros, mais vous n'avez pas parlé de la caisse d'allocation familiale, etc. Et la question, c'était, est-ce que pour faire tout ça, enfin tout le monde accompagne un peu, est-ce qu'il y a un chef de fila ou est-ce que on organise, ou tout du moins, soit il y a une autorité, soit on dit qui fait quoi. Est-ce que ce guichet unique, il est vraiment une matérialisation effective? Vous voyez ce que je veux dire? Et quelle est-elle, quoi? Et enfin, est-ce que ça permet de lutter contre d'autres éléments, et notamment celui du non-recours et le fait que tout le monde a des difficultés à se repérer dans ce que certains qualifient de maquis d'aide ou de prestations sociales complexes? Alors, un mot, et Samuel et Elodie compléteront. Déjà, mes regrets de ne pas avoir cité effectivement les organismes de protection sociale et de sécurité sociale, parce que évidemment qu'on les associe au projet et à la démarche qui est engagée. Alors, j'ai cité quand même tout à l'heure la CAF comme étant un des partenaires de la démarche France Travail, et ça fait suite à la démarche précédente que je n'ai pas développée, mais, parce que je n'en avais pas le temps, mais qui est le service public de l'insertion et de l'emploi. On, on passe comme ça de vagues d'expérimentation à d'autres. C'était la précédente. Ça a de fait un peu préfiguré aujourd'hui ce que la démarche France Travail. Et dans le cadre du service public de l'insertion et de l'emploi, la CAF a joué un rôle extrêmement important et a permis que effectivement alors à la fois ce volet et cette dimension accès au droit, lien bien sûr avec les bénéficiaires du RSA, puisque c'est la porte d'entrée, hein, la CAF du RSA, et mobilisation et capacité aussi à mobiliser ou à utiliser les leviers dont les caisses d'allocation familiale sont détentrices aussi, hein. Il y a des fonds sociaux et fonds territoriaux qui sont parfois méconnus, en tout cas des autres partenaires des organismes de protection sociale. Et aujourd'hui, effectivement, on a vraiment ouvert toutes ces possibles-là de façon vraiment multiple. Voilà. Le sujet aussi, un des freins majeurs aujourd'hui, et on le sait bien, à l'emploi, pour tous les publics, mais en particulier pour les publics, notamment des quartiers politiques de la ville et les plus éloignés d'emploi, c'est la garde d'enfants, c'est la parentalité et la gestion, au fond, pas seulement la garde de l'enfant, mais c'est la gestion de la parentalité et la conciliation entre parentalité et emploi. Et cette question-là, là encore, elle est travaillée avec la CAF. D'un autre côté, la Caisse primaire d'assurance maladie est aussi partenaire sur tout un tas de sujets, et on ouvre, dans le cadre de France Travail notamment, un chantier qui est celui de l'accès à des centres d'examen de santé pour permettre des diagnostics santé qu'offre la Caisse primaire du Rhône, qui permettrait à des publics, là encore, porteurs souvent de difficultés personnelles, enfin, voilà, de santé, pour leur permettre effectivement d'engager aussi un parcours de soins sur ce terrain-là. Donc,
Donc, évidemment, le lien existe. Il peut encore s'intensifier et je pense que on a au moins sur une conviction, c'est qu'on partage avec ces organismes les publics et que à la fois personne n'est propriétaire de ces publics, si je peux m'exprimer ainsi, et donc voilà, on travaille vers les mêmes personnes. Merci beaucoup. Samuel, Élodie, vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet-là? Rapidement, si vous voulez, sur la thématique petite enfance, en tout cas, la CAF peut être chef de file sur le territoire. Nous, on cherche à constituer une gouvernance locale et il y a un schéma départemental enfance-famille qui est mis en place avec la préfecture. Donc, on essaie de se raccrocher à ça et à bénéficier des outils de la CAF qui nous finance aujourd'hui des clubs RH pour les employeurs de la petite enfance. Et la petite anecdote, la CAF, c'est aussi un employeur et aujourd'hui fait appel aux ressources de la MMIE pour l'aider à recruter des conseillers techniciens. On a un forum, une action le mois prochain, pardon, avec eux. Mais après, Christophe a très bien illustré toutes les valeurs ajoutées qu'on peut trouver avec ces. Alors moi, j'avais 2 questions pour conclure, mais c'est très rapide. C'est d'une part, quelle est la condition de réussite par rapport à votre expérience? Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y en avait qu'une, quelle serait-elle? On va commencer par Élodie, parce qu'à chaque fois, on a terminé par Élodie, donc celle qui va commencer. C'est un cadeau piégé, hein. Et le deuxième élément, c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire? Vous voyez ce que je veux dire? Une idée. Non, vraiment, je ne tiens pas forcément à ce qu'il y ait de la galanterie là, sur ce coup-là. D'accord. Alors, on va commencer par Christophe. Vous avez bien raison. Allez, Christophe. Bon, allez, oui. Mais une phrase, hein. Oui. La condition de réussite, c'est ce que je viens d'évoquer sur le partage des publics et le fait qu'on s'adresse à un même habitant, à un même usager, un même territoire, voilà, de mêmes entreprises, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne se forme pas assez ensemble. Parce que je pense que pour le coup, et dans une ellipse un peu par rapport à tout ce qu'on vient de dire, la formation, c'est aussi un outil de structuration, bien sûr, de valeurs, de construction de valeurs et d'échanges, etc. Et je pense que, mais c'est pour le coup un coup de chapeau à la chaire politique sociale et territoriale, c'est protection sociale et territoriale. On pourrait encore aller plus loin sur les cadres de formation, les opportunités de formation ensemble, parce que je pense que ça nous permettrait localement de se connaître et au-delà de construire plus facilement. Merci beaucoup. Samuel et Élodie, Oui. vous avez quelque chose à ajouter ou c'est un cadeau empoisonné que je vous fais là? Non, moi je veux bien. Allez-y. Du coup, c'est vrai que très honnêtement et sans faillotage, je pense que le modèle métropole aide en tout cas à trouver des ressources pour faire fonctionner un GIP comme le nôtre, et le statut du GIP aussi aide beaucoup dans cette agilité. Ce qu'il faudrait, moi je pense qu'il manque aujourd'hui, c'est dans notre gouvernance peut-être associer davantage effectivement les syndicats employeurs et les OPCO. Et plutôt que de partir d'un plan d'action intégré GIP, enfin, c'est intéressant du coup parce qu'il y a une proposition territoriale qui est faite par le GIP, c'est aussi que les plans d'action institutionnels soient réfléchis dans cette logique-là. Enfin, je ne sais pas si je suis clair, mais par exemple aujourd'hui, on peut proposer des plans d'action sur des filières en tension. Le plan d'action filière en tension de Pôle emploi ou de l'État continue à être travaillé, à mon sens, en tout cas avec mon regard, en tuyau d'orgue. Voilà. Et donc, ça aurait le mérite d'être retravaillé dans une collaboration avec ce fonctionnement-là. Voilà. Enfin, Élodie, vous avez quelque chose à ajouter ou pas? J'ai eu le temps de réfléchir à ma réponse. Merci. Non, je rejoins aussi ce qui a été dit, c'est-à-dire que la force du GIP qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a dans notre gouvernance toutes les parties prenantes et on évite un peu ce millefeuille territorial qui peut être un frein parfois à certaines initiatives. Et donc, ça, c'est une condition de réussite, c'est-à-dire d'arriver à mettre toutes les parties du millefeuille autour d'une même table, avec une implication plus ou moins forte selon certains, mais en tout cas, ils sont présents et ils ont l'information. Ce
qu'on ne fait pas assez, à mon sens, aujourd'hui, et on en a assez peu parlé ce soir, c'est les premiers concernés, quelle est la place de leur parole, en fait, puisqu'on pense pour eux, on agit pour eux, mais qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de tout ce qu'on fait? Et je voyais une question dans le chat sur l'aller vers, je pense que voilà, c'est Absolument, encore ça c'est un beau sujet sur le non-recours au droit, etc., qui pourrait, Voilà, le cas échéant, être travaillé dans les travaux suivants de la chaire, mais c'est le moment où on doit tous s'éloigner. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec tous les trois pour laisser Pierre Mailleur conclure cette soirée. Merci à tous les trois en tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Benjamin, effectivement, il me revient de conclure ce webinaire. Nous sommes arrivés au terme. Donc, territoire, emploi et insertion professionnelle, quelles articulations pour quels résultats? On a commencé sur l'idée espoir, désespoir. On est tous, sauf ce soir, j'espère, sur du désespoir. D'abord, on a eu un certain succès avec ce webinaire, puisque nous avons été au plus haut, plus de 110 participants connectés. Et puis cette chaire qui s'appelle Protection sociale et territoire, mais qui va très probablement faire évoluer sa dénomination sur politique sociale et territoire. Elle est, comme l'a rappelé Gilles Nézouzi en entrée, elle a été, en introduction, c'est sa 3e année d'existence. Et on essaie effectivement de se faire rencontrer des mondes qui agissent de manière parfois séparée, séquencée. Donc merci à Benjamin Ferras qui a animé avec talent et précision ce webinaire. Merci aux intervenants. Les présentations seront évidemment disponibles. C'était une des questions du chat à laquelle on a apporté une réponse. Moi, personnellement, j'ai appris, et je pense que c'est le cas de tout le monde, j'ai appris beaucoup de choses. Vous voyez bien, notre souci, c'est à la fois avoir une vision globale, macro, politique, publique, et d'avoir ensuite des illustrations territoriales concrètes, incarnées, par rapport à des politiques globales. Et c'est pour cette raison qu'on est resté sur la métropole de Lyon, qui nous paraissait effectivement un échelon territorial particulièrement pertinent. Et donc, quelque part, tout ce qu'on a fait ce soir, c'est le sujet même de notre chaire, l'articulation entre politique publique globale et puis des illustrations territoriales concrètes. Merci aux équipes techniques de l'EN3S et de Sciences Po Lyon. Merci à nos partenaires, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le groupe Apicil, Aesio, voilà, qui sont des acteurs de protection sociale à la fois de base et complémentaires, et qui sont engagés sur cette chaire. Et puis, je terminerai également sur un message d'espoir, c'est que vous puissiez nous rejoindre physiquement ou en visio à Sciences Po Lyon le 30 mars prochain, 30 mars après-midi, pour une demi-journée d'études qui aura lieu a priori de 14h, 14h30 à 17h, 17h30, sur le thème fragilité sociale et territoire. Donc, fragilité sociale et territoire, je pense que là, on est vraiment dans un beau sujet, un beau thème qui permettra effectivement de bien faire correspondre, de bien faire articuler, de bien faire discuter et débattre à la fois les porteurs de politiques publiques et puis des acteurs du territoire dans une vision, je dirais, pragmatique. Et il me reste probablement le plus facile, c'est de vous souhaiter une excellente soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.